Tout de suite, nous accueillons donc notre invité pour ce dossier santé du jour, le docteur Louis Vera. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et l'auteur du livre Tous précoces, tous hyperactifs, vraiment, aux éditions Larousse. Alors, dans l'introduction de votre livre, vous parlez d'abord d'un truc dont on s'est tous rendu compte, quand on tend un petit peu l'oreille à la sortie de l'école. On a l'impression que tout le monde, tous les parents, ont chez eux un de ces spécimens, un surdoué, un hyperactif, un 10. Elle existe vraiment, cette épidémie-là qu'on entend à la sortie de l'école? Mais en fait, faut replacer les choses dans un contexte. Et le contexte, c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus normative, de plus en plus standardisée, avec une école qui a dû s'industrialiser pour accueillir le nombre d'élèves grandissant. Et forcément, dans cette école que j'appelle la boîte à sardines, quand on a une sardine qui est pas bien calibrée, il faut chercher ce qui va pas, plutôt que de se remettre en question. Maintenant, l'éducation nationale dit aux enfants, tu as un problème, va voir un psy ou un orthophoniste ou que sais-je, plutôt que de se remettre en question. Et c'est vrai que de plus en plus d'enfants ont du mal à rentrer dans ce moule qu'est l'éducation nationale. J'avais une jeune la semaine dernière qui me dit « Alors, j'ai changé d'école, je suis maintenant dans le système américain et je suis très heureuse. Parce qu'avant, c'était « Assieds-toi, sors ton stylo, ton cahier et note ». Elle me dit « Maintenant, on a un prof avec qui on peut échanger ». Et donc, c'est une jeune qui prenait un traitement pour des difficultés d'attention. Et là, elle me disait « J'hésite à arrêter mon traitement. » Alors je lui dis, mais vas-y, arrête le traitement, on voit comment ça se passe dans un cadre différent. Juste parce que la pédagogie avait changé. Le cadre est différent. Et c'est très important, le cadre. On est en train de parler d'épidémie, de TDAH, de précoce, de troubles 10. Il n'y a pas d'épidémie, il n'y en a pas plus qu'avant. Mais c'est vrai que dans un cadre... On dit 10, je précise, pour dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, troubles des apprentissages, voilà, effectivement. Mais dans un cadre qui est rigide, où on ne peut pas exprimer son potentiel, développer ce qui va bien, et où on va mettre en exergue ce qui ne va pas, on trouve des problèmes. Mais on va pas pouvoir inscrire nos enfants tous à l'école américaine, ça va nous coûter beaucoup trop cher. Alors comment on fait justement avec le système, puisque le cadre existe? Est-ce que c'est pas bien justement d'aller faire des bilans neuropsy à nos enfants pour comprendre s'ils sont entre guillemets différents? Il faut pas faire ça? Comme je le dis toujours, la boîte à sardines, elle va pas changer. Ça fait des années qu'elle fonctionne comme ça. Donc effectivement, il faut aider les enfants à rentrer dans ce système qu'on ne pourra pas réformer. Donc les bilans, ça sert effectivement à voir ce qui ne va pas, mettre en avant les fonctions cognitives qu'il faudrait renforcer, et puis poser des vrais diagnostics. C'est vrai que les troubles déficitaires de l'attention, évidemment, il y en a. Il n'y a pas d'épidémie, mais il y en a toujours eu. Il y en a plus à cause des écrans, ou je sais pas, ou pas vraiment? J'ai envie de dire, il y a une façon différente de fonctionner. En fait, maintenant, les enfants ont de plus en plus vite accès aux écrans et ils ont une façon de fonctionner qui est complètement différente parce que les enfants maintenant sont entraînés à avoir de la nouveauté en permanence. Faut que ça pulse, faut que ça aille vite, faut que ça change. Faut qu'on les nourrisse, qu'on nourrisse leur appétit. Faut qu'on les nourrisse et nous aussi, et parfois même qu'on les nourrisse de tout un tas de choses dont ils n'ont pas forcément besoin. Et quand ils arrivent à l'école, ils rentrent dans un cadre qui est très serré. Et puis alors que sur YouTube maintenant, ils peuvent mettre « ce passage, ça me plaît pas trop, j'avance. » Ou même, je vais regarder la vidéo en accéléré, parce qu'il faut que ça pulse. Ils vont arriver à l'école, et puis là... Ils s'ennuient, en fait. Bonjour. Et c'est parti pour une heure. Sortez votre cahier de mathématiques. Nous allons parler de Napoléon Bonaparte. C'est bon. Et là, le tout le mec monde s'est endormi, ça y est. Waouh, on est en vitesse 0,5. Comment j'accélère le prof? Bon, on va s'arrêter sur les enfants précoces. D'abord, on va prendre cela comme exemple. C'est quoi exactement un enfant d'un point de vue de définition, on va dire, un enfant qui est à haut potentiel, comme on dit? Alors déjà, la première chose à dire, c'est que les enfants à haut potentiel sont normaux. Ils sont pas malades, c'est pas une maladie. Ils n'ont pas plus de risques que les autres, et c'est pas vraiment un diagnostic haut potentiel. C'est même pas un trouble en fait. C'est pas un trouble, avoir un haut potentiel. Il y a une circulaire de l'éducation nationale qui date de 2016, qui induit tout le monde en erreur en disant les enfants à haut potentiel sont plus à risque d'échec scolaire, de difficultés, alors que... C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Et Pourquoi? en fait, la grande majorité des enfants à haut potentiel ne consultent jamais. Et on prend le petit groupe d'enfants à haut potentiel qui consultent, qui a des difficultés, 9 fois sur 10 non liées au fait d'être plus intelligent que la moyenne, parce que c'est ça le haut potentiel, qui consulte pour des troubles anxieux ou d'autres difficultés, et on dit, puisque ce petit groupe a des difficultés, tous les hauts potentiels ont des difficultés. C'est entièrement faux. Donc un haut potentiel, pour résumer, c'est un enfant, un adolescent plus tard, qui a besoin d'être nourri intellectuellement,
qui va s'intéresser à beaucoup de choses. Ils ont un cerveau différent des autres ou Ils n'ont pas pas un cerveau différent des autres. On a fait des études. Ces études ont montré que la fameuse pensée en arborescence, c'était bullshit, ça n'existe pas. Ils ont juste plus d'idées qui vont venir Et face plus à un rapide, problème. peut-être? Ça pulse effectivement pour eux. Donc ils vont avoir plus de solutions qui vont leur venir face à un problème que d'autres enfants. Mais ça veut dire que si ça va plus vite dans leur tête et qu'effectivement ça va pas assez vite à l'école, éventuellement le risque c'est quoi? Qu'ils s'ennuient? Il y en a beaucoup qui s'ennuient. Ouais. Ouais. Effectivement. Et alors, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'eux? Je ne sais pas si leur faire sauter des classes, c'est la bonne solution, parce que finalement, ils ont beau y avoir besoin d'être nourris intellectuellement, ils sont pas forcément plus matures que les autres. On leur fait sauter des classes, ils se retrouvent avec 1 an, parfois 2 ans de décalage, et c'est pas forcément bon pour eux. Donc moi, je leur dis, écoute, tu planques un bouquin sous la table. C'est ça, lis un livre. Et puis, je sais pas, moi, t'essayes d'apprendre une autre langue, t'essayes de faire plus d'exercices de maths. Fais du chinois, apprends le chinois, c'est ça. Mais oui, j'avais une jeune comme ça, je lui ai dit, écoute, tu me prends un bouquin d'espagnol, et puis tu prends un peu d'avance par rapport à l'espagnol, discrètement, sous la case. Et si on te dit quelque chose, tu dis, je suis désolé, et puis voilà. Très bien. Docteur Vera, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. On va continuer un peu sur les enfants surdoués d'une part. Comment on les diagnostique justement? Vous verrez qu'en fait, leur faire passer un test de QI, par exemple, ça ne sert pas à grand chose pour les dépister. Et puis, on parlera aussi des enfants hyperactifs avec ou sans trouble de l'attention. Eux aussi, comment les repérer? On met toute à place ce matin sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé, de votre bien-être et de vos enfants, puisque c'est d'eux qu'il s'agit à présent. On s'intéresse ce matin aux hyperactifs et aux surdoués, ces enfants à haut potentiel, entre guillemets. On en parle avec le docteur Louis Vera, pédopsychiatre à Paris et l'auteur du livre « Tous précoces, tous hyperactifs », vraiment, aux éditions Larousse. Alors on était justement avant en train de parler des enfants surdoués et donc pour les dépister, selon vous, les tests de QI ne servent à rien. C'est bien ça? Pourquoi? Alors, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Le problème, en fait, c'est que quand on envoie maintenant un enfant pour faire un test de QI, c'est qu'il y a des difficultés et on veut des réponses. Et les parents sont souvent déçus parce que un test de QI n'est pas fait pour apporter des réponses. C'est fait pourquoi alors? Un test de QI, c'est fait pour aller distinguer les enfants à risque de troubles des apprentissages de ceux qui ne sont pas à risque de troubles des apprentissages. C'est pas non plus fait pour décerner un diplôme d'intelligence. En fait, le test de QI. Ça donne un chiffre, non, pourtant, quand même? Ça donne un chiffre, ça permet de chiffrer, mais on est content d'avoir un chiffre élevé en général, non, j'imagine? C'est ce que j'appelle le diplôme d'intelligence, c'est ce contre quoi je me révolte. Ouais. Le test de QI, ça doit être fait vraiment quand il y a des difficultés scolaires et pas des difficultés comportementales. D'ailleurs, quand on envoie faire un test de QI pour des difficultés comportementales, c'est pas un haut potentiel qu'on trouve. Rappelons-le, les hauts potentiels sont gentils. et du coup, en fait, mais quand on parle à un enfant qui a haut potentiel, ça se voit tout de suite, en fait. À quoi? C'est un enfant qui est C'est-à-dire, connecté. comment vous les dépistez alors, vous, par exemple? Si vous dites que le test de QI sert à rien juste pour savoir s'il est surdoué, vous faites quoi alors pour Le test de QI n'est pas essentiel. J'ai pas dit il sert à rien, on va faire hurler les psychologues et ils auront raison de hurler en entendant que le test de QI ne sert à rien. Mais il n'est pas essentiel pour parler de haut potentiel. D'ailleurs, j'aime pas trop dire diagnostiquer un haut potentiel parce que c'est pas un trouble. En fait, quand un enfant a haut potentiel, ça va se voir en lui parlant. Mais à quoi? Parce que il va comprendre tout de suite, il va percuter très vite, et puis on voit qu'il a une bonne culture générale. Le dernier enfant au potentiel que vous ayez eu dans votre bureau, dans votre consultation, et vous avez justement en quoi vous avez vu qu'il avait un haut potentiel, par exemple? Déjà, ça va se voir au vocabulaire qu'il emploie. Ouais. Il a beaucoup plus de vocabulaire que les autres. Il a une grande culture générale. C'est des enfants qui s'intéressent à énormément de choses. Là, le dernier que j'avais, c'était un enfant à haut potentiel avec des difficultés d'attention. Alors, il avait des difficultés scolaires, mais à côté de ça, il avait 9 ans, il demandait à ses parents de lui payer des bouquins d'astronomie, des bouquins sur la mythologie qu'il n'avait pas encore vu à l'école, des bouquins sur l'histoire, et il s'intéressait vraiment à énormément de choses. Il regardait C'est pas sorcier à la télé. J'ai toujours dit que C'est pas sorcier, c'était l'émission préférée des hauts potentiels. J'ai jamais regardé. Beaucoup de choses.
Ça Ah bah m'étonne là, pas. bon, y a des petites difficultés, on va en parler après, on va peut-être faire un test de QI. Peut-être un diagnostic pour Julia vite fait, donc elle est pas au potentiel. Non, a hein, on priori, est d'accord. non. J'avais vu Si ça. elle a jamais regardé C'est pas sorcier, c'est fichu, là. Hein. Mais ça se voit parce qu'en fait, il percute, il s'intéresse à plein de choses, il va comprendre les sous-entendus et puis son vocabulaire va nous scotcher un petit peu. Bon, on est d'accord, un enfant à haut potentiel, un enfant surdoué, on appelle ça comme on l'a envie, mais c'est pas quelque chose qu'on traite, c'est pas quelque chose qu'on soigne. En fait, il y a rien de spécial à faire en réalité. C'est pas Alors, on ne traite pas le fait d'être haut potentiel. Voilà. S'il y a une difficulté à côté, Mais oui. ces enfants peuvent avoir les mêmes difficultés que tous les autres. Et c'est essentiel de les prendre en compte. Ils peuvent être dyslexiques, par exemple. Ils peuvent être Bien sûr. avec un trouble de l'attention, c'est possible. Bien c'est ça. sûr, bien sûr. Le haut potentiel n'étant pas un diagnostic, c'est un fait. Cet enfant a une intelligence au-dessus de la moyenne. Il peut très bien avoir des troubles des apprentissages, un trouble de l'attention, être anxieux, Et pour ça, il faut une prise en charge. effectivement. Et parfois, les hauts potentiels ont du mal à s'entendre avec les jeunes du même âge et à trouver des centres d'intérêt communs. Et ça, il faut le prendre en compte, il faut les écouter et les aider et leur dire « ça n'est pas toi qui n'est pas normal, ce ne sont pas les autres qui ne sont pas assez intelligents, c'est que vous avez des intérêts différents à un moment donné et plus tard, le gap va se combler. Vous allez vous retrouver. Docteur, on va passer à présent aux enfants qu'on dit hyperactifs. Alors eux aussi, on a l'impression qu'ils sont très nombreux dans la population. Mais en fait, les vrais TDA, il n'y en a pas tant que ça. Combien en gros? En fait, ce qu'il faudrait rappeler aujourd'hui, c'est que dans nos sociétés où on a tendance dans les entreprises à prendre les gens pour des robots, avec des demandes de productivité, et on fait pareil à l'école, l'attention n'est pas une donnée fixe. Et nous avons tous déjà une attention limitée dans le temps, de par le fonctionnement de notre cerveau. Les gens qui se connectent à 9h, déconnectent à 18h en ayant été concentrés de 9h à 18h, ça n'existe pas. Hein, les cerveaux les plus entraînés à se concentrer sont les concertistes qui peuvent rester concentrés jusqu'à 2h15 d'affilée. Ah oui. Alors après, je vous raconte pas la fatigue. Quand ils vont au restaurant tous ensemble pour débriefer, il y a personne qui s'écoute. Hein. Chacun parle de son côté. Parce que c'est crevant de se concentrer. C'est très fatigant. En fait, ça coûte de l'énergie. Donc l'attention n'est pas une donnée fixe. Et finalement, la norme, c'est de se concentrer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, jusqu'à 45 minutes. Mais aujourd'hui, l'Éducation nationale a déterminé qu'en 6e, il fallait se concentrer 1 heure. Mais c'est normal que tout le monde ne se concentre pas pendant 1 heure. Là où on va parler de troubles de l'attention, c'est quand le fait de ne pas rester concentré suffisamment longtemps entraîne des problèmes de compréhension et des difficultés scolaires. Le gamin qui va bosser 1h30, 2 heures tous les soirs alors qu'il est en 6e, 4 heures le week-end et qui rame parce qu'il est tout le temps en train de regarder par la fenêtre ou de se laisser déconcentrer dès qu'il y a le chat qui gratouille un peu sur la moquette, effectivement, ça va ramer. Et je crois que vous dites aussi que pour qu'il y ait vraiment un diagnostic, encore une fois, de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, il faut que les troubles ils soient présents à l'école, mais aussi à la maison. Mais le vrai trouble de l'attention, c'est celui qui va avoir du mal à raconter ce qu'il a vu en classe dans la journée, parce qu'il était en train de regarder par la fenêtre. Je me rappelle d'une jeune qui me disait « Mais il y a tellement de choses plus intéressantes qui se passent dans la salle de classe que le cours en lui-même, que moi je tourne la tête toutes les 10 secondes. » Et donc ça, effectivement, il y avait un problème d'attention, mais si ça se retrouve pas à l'extérieur, c'est juste que le gamin s'ennuie. Donc en général, vous avez le prof de judo qui va aller voir les parents à la fin du cours et qui va dire « Il n'entend pas les consignes. Je sais pas quoi faire de lui, il n'entend pas les consignes. » Le gamin, quand vous l'interrogez, vous lui demandez systématiquement « Mais dis-moi, quand tu es à ton cours de tennis, quand le prof donne les consignes, tu écoutes les consignes ou tu es en train de regarder ailleurs ? » Ah non, moi je suis en train de jouer avec ma balle, la raquette, et après du coup, je suis obligé de regarder ce que les autres font pour savoir quelle est la consigne. Donc je m'arrange pour passer en dernier. Et docteur, le H qu'on met après TDA, donc TDAH avec hyperactivité, ça aussi, comment on le sait parce qu'un enfant hyperactif, à première vue, on pourrait croire juste que c'est un enfant chiant, en fait. Mais c'est pas que ça. Eh ben effectivement, c'est pour ça que je n'aime pas le terme d'hyperactivité. Premièrement, parce que c'est totalement subjectif. On n'a pas d'échelle pour dire quel degré d'agitation, de bougeotte est normal ou non. Le fait de bouger chez les enfants, c'est normal, ça fait partie du développement psychomoteur. Et ça, on l'oublie trop souvent, en fait, quand on leur demande de rester assis trop longtemps, ça ne favorise pas le développement psychomoteur, il faut les laisser bouger. Et comme on n'a pas d'échelle, la partie hyperactive est totalement subjective. Et effectivement,
il y a un amalgame qui se crée entre ne pas bouger et être sage. Et donc, on a trop tendance à dire, celui-là, il bouge, il est pas sage. Alors que c'est faux. S'il bouge, c'est qu'il a besoin de bouger, en fait. Et non, les enfants hyperactifs ne sont pas chiants. Ils n'ont pas de problème de comportement. Les problèmes de comportement, c'est un autre type de difficulté. Donc, à ne pas confondre. Quand l'enfant dit « tu me fais chier » à sa maîtresse, c'est pas de l'hyperactivité. Il est mal poli. C'est qu'il est mal poli, qu'il n'est pas gentil. C'est de l'insolence, il est pas très gentil. Est-ce que ça se guérit un trouble de l'attention, même si c'est pas une maladie, ça on l'a compris, avec ou sans hyperactivité? Est-ce qu'on reste comme ça pour toujours, jusqu'à l'âge adulte? Je dis toujours à mes patients, alors ça va te surprendre, mais on va te traiter, pas toujours de façon médicamenteuse, entendons-nous, on va te traiter pour ce qui n'est pas une maladie. Tu as des difficultés, tu as du mal à rester concentré aussi longtemps que d'autres, ça n'est pas une maladie, tu es comme ça. Et les gens ont plus ou moins de capacité d'attention, toi tu en as un peu moins que les autres, te concentrer te fatigue un peu plus, donc oui, tu seras comme ça toute ta vie et il faut faire avec. Mais en grandissant, ces enfants-là repèrent beaucoup plus vite quand ils ne sont pas concentrés. Et ça leur pose moins de problèmes. Ce qui leur pose le plus de problèmes en grandissant, c'est les problèmes d'organisation. Parce qu'un vrai TDA, ça a toujours du mal à s'organiser. Sinon, il viendrait pas au cabinet. S'il était super organisé, finalement, il arriverait à compenser en partie le fait de pas être concentré. Il viendrait beaucoup moins consulter. Je comprends pourquoi je suis si organisée, peut-être. J'ai des gros troubles de l'attention. On va demander un bilan neuropsychologique. On verra ça. J'en ai bien besoin. Merci docteur Vera d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on n'en sait plus sur ces enfants précoces ou qui ont des troubles de l'attention, des enfants normaux donc, mais qu'il faut savoir accompagner de la bonne façon. Merci encore.